Le Royaume du Congo. Quand on entend ce nom, on imagine tout de suite la grandeur d'une Afrique précoloniale, un royaume puissant, bien organisé. Mais voilà, derrière cette image d'empire, il y a une question qui dérange. Est-ce que cette puissance reposait vraiment sur un État solide ou est-ce qu'elle était alimentée par le commerce d'êtres humains? C'est exactement cette question, très complexe, qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger ensemble dans l'histoire de l'un des plus grands royaumes d'Afrique centrale pour comprendre comment il a pu connaître une transformation aussi tragique au contact de la traite transatlantique. Alors voilà notre parcours. D'abord, on va voir à quoi ressemblait ce royaume avant l'arrivée des Européens. Ensuite, on se penchera sur le grand tournant provoqué par les Portugais. Puis on analysera l'économie de la traite, les différentes réalités de l'esclavage de l'époque, et enfin, on verra comment cet empire a été littéralement dévoré de l'intérieur. Ok, première étape. Il faut vraiment se projeter bien avant la fin du XVe siècle, avant le premier contact européen. Le royaume du Congo, à cette époque, est très loin, mais alors très loin, du cliché de la société primitive. C'était en fait un État hyper structuré et remarquablement organisé. Et quand on dit structuré, ce n'est pas un vain mot. Le royaume avait tous les attributs d'un État qu'on qualifierait de moderne. Il y avait un roi, bien sûr, qui prenait les grandes décisions. Il était épaulé par un conseil d'État. Il y avait aussi toute une administration pour gérer le territoire, une garde royale pour la sécurité, et même un système de fiscalité pour faire tourner la machine. Une vraie structure étatique, quoi. Mais ce n'est pas tout. Ce n'était pas juste une structure politique. L'économie aussi était super dynamique et surtout autonome. Il faut s'imaginer une société avec ses propres technologies, sa propre culture matérielle, capable de produire une grande variété d'objets avec un commerce déjà bien en place. Bref, un monde qui tournait très bien tout seul. Et pourtant, cet équilibre si solide va être complètement chamboulé. L'arrivée des navigateurs portugais, à la toute fin du XVe siècle, ça marque un vrai point de bascule. C'est le début d'un tournant, un tournant sans retour, qui va complètement sceller le destin du royaume. Regardez cette chronologie, c'est saisissant. En moins de 2 siècles, tout change. On part d'un premier contact, en 1483. Très vite, ça se transforme en une sorte d'alliance politique et religieuse, notamment sous le roi Afonso Ier. Et ça se termine par une défaite militaire écrasante à Ambuila en 1665, qui signe la fin du pouvoir central. C'est une descente aux enfers absolument fulgurante. Alors oui, les Portugais arrivent avec des marchandises, avec une nouvelle religion, le christianisme. Ça peut sembler être un simple échange culturel, mais en réalité, c'est une façade. Le véritable moteur, l'enjeu qui va tout déstructurer de l'intérieur, c'est leur demande. Une demande insatiable d'esclaves, pour leurs colonies, en particulier au Brésil. Et cette demande, elle va créer de toutes pièces une nouvelle économie, une sorte de machine monstrueuse, entièrement tournée vers une seule chose, le commerce des êtres humains. Et les conséquences pour le royaume vont être absolument catastrophiques. Cette phrase de l'historien W.G.L. Randles, elle résume toute la tragédie. Le royaume, qui était autosuffisant, voit son artisanat, sa production s'effondrer. Il en est réduit à devoir échanger sa propre population contre des biens qu'il savait fabriquer lui-même avant. C'est le cœur même du drame. C'est un engrenage infernal qui se met en place. La demande européenne incite à multiplier les guerres et les raids pour faire des prisonniers. Ces captifs sont ensuite échangés, ce qui, en retour, détruit l'économie locale et crée une dépendance totale aux produits européens. La stabilité du royaume est tout simplement sacrifiée pour nourrir cette économie prédatrice. Mais attention, pour vraiment saisir l'ampleur de la tragédie, il faut qu'on se pose une question importante. De quel esclavage est-ce qu'on parle exactement? Parce que dans le contexte de l'Afrique précoloniale, ce mot cache des réalités beaucoup plus complexes qu'on pourrait le penser. Ici, les recherches, notamment celles de l'anthropologue Claude Meillassoux, nous donnent une distinction qui est fondamentale. D'un côté, il y a le captif. Lui, il est arraché à sa communauté par la violence, il est complètement désocialisé, il devient une marchandise. De l'autre côté, il y a l'esclave. Lui, même s'il est dominé, il est intégré dans une nouvelle société, dans un foyer. Il a un statut, même si c'est le plus bas. En fait, ce que ces études nous montrent, c'est que les formes de servitude en Afrique avant la colonisation étaient très diverses. On est très loin du modèle unique de l'esclavage de plantation qu'on a en tête. Et c'est justement cette complexité, ces systèmes qui existaient déjà, que la traite transatlantique va exploiter et déformer. Ce qui crée l'état d'esclave, c'est vraiment l'acte de capture. C'est cette violence initiale qui est fondatrice. Cet événement brise l'identité de la personne, efface tous ses liens sociaux. Elle devient ce que les chercheurs appellent socialement morte, c'est-à-dire entièrement à la disposition de son nouveau maître. Alors après tout ça, revenons à notre question de départ. Le royaume du Congo, empire ou système esclavagiste? Quelle est la conclusion qu'on peut en tirer?
Eh bien, la première partie de la réponse est assez claire. Avant le XVe siècle, si on regarde ses institutions, son économie, sa structure, oui, sans aucun doute, le royaume du Congo était bien un empire, une société complexe et qui fonctionnait. Et c'est là que tout se joue. Le royaume ne s'est pas bâti sur l'esclavage. En revanche, il a été consumé par lui. L'engrenage de la traite a complètement retourné son économie et sa société, le forçant à alimenter le système qui allait, au final, le détruire. Et c'est ça la tragédie absolue de cette histoire. Il faut imaginer ce royaume autrefois autonome et prospère, vidé de sa substance. Ses propres habitants sont devenus la matière première de sa propre destruction. L'empire s'est, littéralement, autodétruit pour alimenter la traite. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question assez vertigineuse en fait. Comment est-ce que les structures mêmes d'une société peuvent être retournées contre elle au point de provoquer son propre effondrement ?